Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, où aujourd'hui nous revient l'immense devoir d'essayer de vous expliquer, car on a pris ça sur nous comme nouveau devoir de vacances, vous expliquer un peu quel allait être le monde économique de demain, dont après le discours de Monsieur Vance. En effet, nous allons pas revenir sur le discours en question qui a été amplement commenté et qui restera un petit peu comme un discours de Harvard, je pense, de Solzhenitsyn, mais je pense que ça nous a mis tous Européens devant le fait accompli de devoir se prendre désormais en main. Et ça envoie forcément pour la géopolitique mondiale et les marchés financiers un message qu'il nous incombe aujourd'hui de découvrir ensemble. Et on va donc essayer, c'est un peu du funambule là, on est un peu sur un fil. Et surtout on va parler du futur, ce qui est extrêmement dangereux. Voilà. Parce que le futur est incertain alors que Donc c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est dans le fond la réalisation par les États-Unis qui ne sont pas l'hyperpuissance, qui ne sont pas tout seuls, qui ne peuvent pas gouverner le monde. Je ne sais pas si c'est la réalisation ou en tout cas l'affirmation qu'on ne veut plus aujourd'hui tenir ce rôle. Voilà. Et les libertariens depuis très longtemps et les libéraux classiques aux États-Unis tenaient ce discours-là. Quand j'étais au Cato Institute il y a 15 ans maintenant, déjà ils tenaient ce discours en disant il n'y a aucune raison que nous ayons toutes ces bases africaines, il n'y a aucune raison que nous payions sans être isolationnistes. Quand on a envahi 5 pays qui ne demandaient rien à personne, qu'on ait foutu en l'air l'Irak, qu'on ait foutu en l'Irak, la Libye, le Liban, l'Afghanistan. Donc il est en train de se passer un phénomène très important. Alors je vais essayer de commencer par les États-Unis, mais encore une fois, c'est ce que je comprends. Hein, c'est vous pouvez. Les gens qui viennent nous écouter viennent écouter aussi, ton jus de crâne. Mon jus de crâne. Alors ça veut pas dire du tout que j'avais raison, mais c'est ce que je comprends. Donc ce que je comprends quand Monsieur Trump dit America First, ça veut dire en termes clairs qu'il veut constituer ce qu'on pourrait appeler la forteresse américaine. C'est-à-dire, dans le fond, les États-Unis retournent à la doctrine Monroe qu'ils avaient au 19e, le reste du monde ne nous intéresse pas, mais par contre, ce qui se passe en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, c'est nous les patrons. Donc, ils veulent. Donc, ce que cherche à faire M. Trump, c'est à retourner aux États-Unis d'avant Wilson, qui avait commencé les interventions extérieures américaines, faire une espèce de bloc, comme ça. D'où ces passages humoristiques envers le Canada, voilà. qui sont pris avec plus ou moins d'humour de l'autre côté. Par le Canadien, et le désir d'appeler ça le Golfe d'Amérique, et le désir de reprendre le Panama, et le désir de dire le Groenland, il nous paraît bien près de chez nous. Donc, c'est-à-dire de faire une espèce de zone géographique où les États-Unis seraient le maître à bord. Et puis, dans le fond, de dire au reste du monde, vous nous intéressez plus des masses. Alors, ça c'est le désir. La façon d'arriver à ça, en termes économiques, c'est comme pour l'instant une partie importante de leur déficit budgétaire est couvert par des pays en dehors de la zone, comme l'Asie par exemple, il faut couper dans les dépenses de l'État. Alors, ça, on a déjà vu avec le Doge que c'était... Ça commençait à couper sec. Et je dois dire que ça commençait à piailler aussi dans les différents organismes. Les gens poussent des cris en disant comment ça, je peux plus étudier les cafards à 3 pattes. C'est les grenouilles à dos bleu. Des trucs tout à fait intéressants. Donc, ça, c'est la première chose. Il va y avoir des coupes. Mais il a fait un truc qui n'est pas passé inaperçu, mais qui est un peu curieux, c'est qu'il a dit à la Russie et à la Chine, et si on diminue nos dépenses militaires de moitié? Parce que revenons au budget des États-Unis. Vous avez 3 postes de dépenses. Hein. Vous avez la sécurité sociale, il est difficile d'y toucher. Vous avez le service de la dette, on peut pas y toucher. Et vous avez les dépenses militaires. Alors, et c'est à peu près aller à 1200 milliards chacun. Donc, tu peux pas couper dans la sécurité sociale. Tu peux pas, remarque, avec les Doge, ils vont peut-être couper parce qu'ils vont peut-être trouver des tas
Comme en France avec les cartes vertes, il y a peut-être des tas de gars qui touchent qui n'avaient pas droit. Bon. Le service de la dette, ça, tu peux pas y toucher parce que sinon c'est déclaré en faillite. Donc j'avais dit il y a plusieurs années qu'un de ces quatre, ils allaient décider de couper dans la dépense. Donc de sortir de l'OTAN. Bah, tu avais dit, soit ils arrêtent de consommer en interne, soit ils arrêtent les dépenses. Là, il se trouve qu'ils vont faire les deux. Couper dans les dépenses et bon, ce qui ira plus vite au résultat de faire les deux façons. Mais en tout cas, ils coupent les deux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes comme moi, un richissime homme d'affaires français. Hein. Enfin, on fait ce qu'on peut. On fait rigoler, on fait ce qu'on peut. richissime, j'aimerais bien. Enfin, j'y suis pas. Mais enfin, mettons que je suis un richissime homme d'affaires français. Je regarde le monde, je me dis, l'Europe, ça commence drôlement à sentir le renard, quoi. On y reviendra. L'Asie, ils ont pas vraiment besoin de moi, et puis je suis pas certain du système juridique. Donc, ça veut dire que je vais mettre le seul endroit où je serai juridiquement sûr que mon pognon est à moi, sort off, enfin, tu vois, c'est quand même, ça va être cette forteresse américaine. Ça va être l'endroit où le capitalisme régnera, où il y aura encore eu des cours de justice qui ont l'air de reprendre le bon chemin. Donc, on peut dire beaucoup de choses aux États-Unis, mais le droit de propriété, il a toujours été défendu. Vous allez au Texas et tout, le droit de propriété rigole pas. Donc ça veut dire qu'il y aura une partie importante des profits qui sont faits dans les deux autres zones qui vont automatiquement aller se mettre à l'abri aux États-Unis, un petit peu comme... Alors, dans quel produit? Parce que qu'est-ce qui va leur donner une rentabilité? Parce que les gens, c'est pas le tout d'avoir... Non, mais tu t'achèteras de la terre, tu t'achèteras un appartement à New York, un condominium en Floride, tu vois ce que je veux dire? Tu t'achèteras peut-être des actions Walmart, parce que tu sais que ça sera à toi. Donc quoi. Une épargne à temps long, une épargne dont... L'épargne de stay rich. Oui, en quelque sorte, pour les gens qui veulent staying rich, s'ils sont déjà à ce niveau-là, tu peux te dire, si je veux rester rich, il faudra que j'ai une partie importante. Ça veut dire que les flux de capitaux qui finançaient le déficit budgétaire américain vont continuer, mais sont peut-être plus d'origine publique, mais d'origine privée. Alors, j'ai entendu l'idée aussi que le Trésor américain pourrait numériser, réévaluer les 260 millions d'onces d'or qu'il détient. Oui, mais ça, c'est juste un truc comptable. Oui, mais c'est intéressant parce que les gens sont souvent intéressés par l'or. Donc cette histoire de réévaluation de leur actif... dire, bon, le stock d'or qu'on a, ça vaut 500 milliards de dollars, allez. Parce qu'on a beaucoup parlé cette semaine justement de la numérisation. Bon, ça vaut 500 milliards de dollars. Je vais mettre 500 milliards de dollars d'obligations à 1% indexé sur l'or. Donc, ça pourrait être un produit ça pourrait être un produit parce que ce serait... c'est un peu ce qu'on avait fait en France dans le temps avec le 7% Giscard et le 4%, 3,5% Pinet. Mais dans une époque de hausse d'or comme maintenant... et puis c'est une façon d'attirer de l'épargne extérieure. C'est visuel et les gens comprennent bien. Donc, ça veut dire que les États-Unis sortiraient de cette espèce de période dans laquelle ils ont été depuis 20 ans, d'essayer de blouser le rentier, celui qui achète des obligations. Mais ça, il n'y a pas eu que lui, parce que la période de taux bas n'a été fait que pour euthanasier le rentrée de par tous nos pays occidentaux. Donc ça veut dire qu'ils changeraient. À ce moment-là, il faut qu'ils deviennent, pour que leur système marche de forteresse américain, il faut qu'ils payent convenablement l'épargne. Puisque maintenant, il y aura plus le côté militaire qui... C'est-à-dire qu'il faut qu'ils changent de l'économie keynésienne dans laquelle ils étaient embourbés à une économie soit ricardière, soit schumpeterienne. Ils choisissent celle qu'ils veulent. Schumpeterienne, ils l'avaient un peu. Les Chinois sont ricardiens. Nous, on pourrait être schumpeteriens. Enfin, je parle des États-Unis. Oui. Ils le sont déjà, mais ils pourraient dire, à partir de maintenant, on va Et c'est ce qu'ils ont fait avec Greenspan, à peu près, et Volcker. Ils ont rémunéré convenablement l'épargne de 1980 à peu près 2002. Donc ça durait 22 ans. Et là, le dollar est monté, tout allait bien. Ils avaient des excédents budgétaires en 2000. C'était tout à fait étonnant. Donc il faut qu'ils sortent du keynésianisme et qu'ils retournent vers une économie de marché en donnant un vrai prix à l'argent. Et un vrai prix à la rémunération du capital. Un vrai prix et à la rémunération du risque, oui. Et s'ils font ça, à ce moment-là, ça va attirer d'autant plus les capitaux étrangers. Si tu as le droit de propriété plus une bonne rémunération,
tu te dis, ben, c'est là que je vais foutre mon épargne. Alors, est-ce que dans les flux internationaux, ça va pas déranger la Chine? Parce qu'on a vu par ailleurs que la Chine avait... alors, il y avait ses actifs, par exemple, qui étaient bloqués à Hong Kong en ce moment, qui se demandent où est-ce que je vais... voilà. Ceux qui l'ont bloqué à Hong Kong, à ce moment-là, ils sont contents parce qu'ils vont se retrouver avec un dollar qui va être solide. Et oui, mais est-ce que la Chine n'a pas besoin de ses actifs aussi? Est-ce que la Chine n'a pas besoin de ses capitaux pour son développement? La Chine, d'abord, elle a des excédents d'épargne, puisqu'elle a 80 milliards d'excédents commerciaux par mois. Donc, on y reviendra à la Chine, etc. Parce que, donc, on voit un petit peu la stratégie de Trump, vous voyez, c'est de faire cette espèce de forteresse américaine, de la gérer convenablement, d'avoir des prix de marché normaux, et le cas échéant, de régler les systèmes avec des droits de douane, mais on en parlera. Donc, je vois très bien, il me semble me voir assez facilement ce qui va se passer. Les marchés des actions aux États-Unis sont pas donnés dans la rue, mais il est possible donc, si nous avons raison dans ce que nous disons en ce moment, qu'il y ait une occasion d'achat qui apparaît sur les obligations longues dans quelque temps. Tu vois, alors qu'il fallait pas y toucher. Alors que depuis 5 ans, 10 ans, je dis aux gens, vous touchez pas à ce truc-là, c'est une saloperie. Donc c'est marrant parce que ça ferait revenir les obligations de l'État dans notre portefeuille Brown. Dans notre portefeuille Brown, c'est-à-dire qu'on serait peut-être en train, à ce moment-là, il y a peut-être un moment où on va devoir vendre l'or et acheter des obligations américaines. Intéressant. Tu vois, je dis pas encore que c'est le cas parce que je sais pas. Et puis on attend. Entre-temps, on va en parler, mais entre-temps, ça va bouger sur le yen. Voilà. Donc dans notre Brown, il faut aussi réfléchir. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est vous avez vu les États-Unis. Voyons l'autre partie du monde qui paraît aussi, si j'ose dire, assez visible. Vous regardez cette immense masse de terre qui va de l'Oural jusqu'au Pacifique, là, à Vladivostok, là-bas au fond. Et puis en descendant vers l'Inde. Donc ça doit être les 2/3 des terres émergées, ou j'en sais rien. Et plus de la moitié, et certainement 60 à 70% de la population mondiale. C'est immense. Et là, vous avez 3 blocs qui sont en train de dessiner. Le bloc qui fait des matières premières, la Russie. Le bloc qui a des excédents d'épargne et de technologie et qui sait comment investir dans des infrastructures, la Chine. Et le bloc qui a besoin où il y a tout le travailleur disponible, tous les travails disponibles. Donc si vous réussissez à organiser le triangle comme ça, avec un qui fait des matières premières, le deuxième qui fournit le pognon et les technologies, et le troisième les travailleurs, la gestion des flux, ça va faire une espèce, pour reprendre ton expression, de croissance ricardienne absolument gigantesque pour les années qui viennent. Et à l'évidence, la croissance ricardienne, ça veut dire des investissements d'infrastructures très importants. Donc tous ceux qui font des avions, des aéroports, des hôpitaux, des routes, des trains, des ponts. C'est le chemin de fer au Far West en 1883. Voilà, c'est ça à peu près. Donc il va y avoir un boom des infrastructures absolument gigantesques. Et là, si on réfléchit, ça veut dire qu'il faut être investi dans des actions ricardiennes. C'est-à-dire des gens qui font de l'infrastructure. Alors que depuis 15 ans, il fallait être investi que dans des actions schumpeteriennes, qui étaient ces gars qui faisaient des inventions. Donc là aussi, c'est un gros changement dans le portefeuille. Il faut peut-être passer, je sais pas, d'Amazon. Alors, pas encore. Pas parce encore, que mais je vous connais à l'université de l'épargne. On n'en est pas encore. On n'en est pas encore. Et ne vous inquiétez pas, quand on bougera le portefeuille, on vous l'expliquera. Mais on voudrait vous expliquer dans quelle direction on réfléchit. On réfléchit. Et donc, je sais pas, mais il faut peut-être, si je pourrais utiliser une image, il faut peut-être vendre Amazon ou j'en sais rien, et acheter Schneider ou Air Liquide, parce que eux, ils seront dans ce coup-là, quoi. Donc c'est pas, ils ont bien fait dans les 10 ou 15 dernières années, mais c'est peut-être rien, enfin, en fonction de ce qui va se passer. Ou des gens qui font des centrales nucléaires. Mais cela dit, dans le portefeuille, on a des actions chinoises qui jouent la croissance. C'est-à-dire, on essaie de repérer le prochain L'Oréal chinois, quelque part. Le prochain L'Oréal, le prochain Bouygues, le prochain Schneider, etc. On a beaucoup joué. Des gens qui font des trucs, pas qui vendent des choses disruptives. Là, on cherche des choses qui pèsent quelque chose, quoi. C'est pas des services. De l'acier, des télévisions, du ciment, voilà. Et tout ça, voilà. Donc, on voit très bien se dessiner ça. Alors, qu'est-ce qui empêche? Alors, maintenant, regardons le truc américain. Et maintenant, cet immense triangle qui est en train d'émerger.
il est évident qu'une partie importante des profits faits dans ce triangle va aller s'investir aux États-Unis pour des raisons de sécurité. Parce que les gens vont se dire, bon, moi, j'ai gagné plein de pognon, je sais pas, au Bangladesh, je vais aller foutre une partie dans un immeuble à Chicago. Tu vois, j'exagère, mais c'est à peu près ça, quoi. Alors, ce qui empêche ces deux d'être équilibrés en ce moment, c'est que les monnaies asiatiques, en particulier le yuan et surtout le yen, sont complètement sous-évaluées par rapport à la monnaie de la sécurité qui est là. Donc, l'autre il se met à ronfler, pour que ce bloc se développe bien, il faut il y a un équilibre des monnaies à l'intérieur du bloc. Mm-hmm. Tu vois qu'elle soit pas, il y en a pas une qui soit sous-évaluée, l'autre sous-évaluée, que ça va bien. Et il faut qu'il y ait un équilibre de ces monnaies vis-à-vis du bloc américain. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a plus ou moins un équilibre à l'intérieur du bloc, mais il n'y a pas d'équilibre entre le bloc et le bloc américain. Donc ça veut dire que l'étape suivante de l'effort de Trump, ça va être de faire réévaluer toutes ces monnaies asiatiques de façon à ce qu'elles aient un vrai intérêt à acheter des actifs aux États-Unis, puisque leurs monnaies sont très chères et le dollar sera pas cher. Donc tu vois, c'est il veut mettre en route le pipeline qui va amener du pognon vers les États-Unis. Donc ça on voit ça très bien. Ça veut dire qu'à court terme, il faut garder des actions, des obligations et du cash, par exemple, dans ces monnaies. Puis quand ça sera monté, il ne faudra pas oublier de réfléchir à ce qu'il faudra faire. Mais enfin, pour l'instant, la deuxième étape de ce plan, c'est que le yen monte, que le yuan monte vis-à-vis du dollar. Alors, à propos du yen, c'est quand même la grande question. Ça fait un moment qu'il nous enquiquine, ça fait un moment que ce yen... Il est à zéro, allez. Il est beaucoup, pour les gens qui nous prendraient en route, le yen est sous-évalué. Il est sous-évalué depuis un bon moment, ce qui fait que les autres monnaies asiatiques, donc la Chine, ne peuvent pas non plus réévaluer trop leur monnaie, sinon elles perdent leur compétitivité. Donc, dans cette zone asiatique, le yen embarrasse beaucoup tout le monde, et il va arriver un moment où les États-Unis vont devoir avoir un dialogue d'hommes. Un dialogue robuste. Un dialogue robuste, M. Bessette probablement, avec son homologue japonais, parce que il casse un peu les pieds de tout le monde dans cette zone en pratiquant des faux prix. Ben, c'est un faux prix, et le faux prix est fait, on ne sait pas très bien par qui ou pourquoi, mais c'est peut-être Madame Watanabe qui, voyant le déclin de la démographie japonaise, se dit, il n'y aura personne pour payer ma retraite, je vais aller foutre mon pognon aux États-Unis. Tu vois, donc c'est peut-être les sorties de capitaux. Donc la façon de déclencher un mouvement de Madame Watanabe, c'est de faire monter le yen, qu'elle commence à se dire, je gagnais beaucoup de pognon sur mes obligations américaines parce que le yen était beaucoup boncé. Pour vous rendre compte, quand la guerre en Ukraine a commencé, il y a 5 ans, il y a 4-5 ans, le yen était à 115. Il est à 160. Donc, en l'espace de, littéralement, 3 ou 4 mois, le yen est passé de 115 à 150, ou 160, parce que les Russes et les Ukrainiens se mettaient sur la gueule. Faut pas déconner, quoi. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le schmilblick, qui sont à l'autre bout du globe. Oui, non. Donc, ils se sont dit, bon, ben, les gars, on va se coller à un niveau bas. Bon, il faut maintenant que le yen retourne, à une parité des pouvoirs d'achat, quelque chose autour de 120. Robuste, voilà. Donc, une fois que c'est fait ça, à ce moment-là, le grand bull market asiatique commence. C'est là que, le coup va partir. C'est là, le coup va partir. Il faudra se mettre comme des fous sur les actions en Asie. Et alors, comme Charles vous dit souvent, c'est très difficile de savoir quand une hausse va arriver, et la hausse se fait dans les premières 12 heures. Donc, soit vous êtes déjà placé sur le marché, soit à la rigueur, la hausse, vous n'allez pas la voir. J'exagère un peu, mais si un marché boursier dure, par exemple, 12 mois, ben dans le premier mois, vous ferez 50% de la hausse. Et puis ensuite, vous ferez les 50% restants sur les 11 mois qui restent. Donc c'est pour ça qu'il vaut mettre là un petit peu en avant. Donc, alors si on se dit, les États-Unis, on voit bien comment ils vont s'organiser. L'Asie, on voit bien comment ils vont s'organiser, mais il y a l'yen qui fait braire tout le monde. Oui. Donc, ça, il commence, tant qu'ils faisaient braire que les Chinois, les Américains, ils en avaient rien à cirer. Mais à partir du moment où les Japonais commencent à faire braire les Américains, il va falloir avoir une discussion d'hommes. Et la question que M. Bessent, le ministre des Finances, a posée à monsieur, c'est est-ce que vous voulez qu'il vous arrive la même chose qu'aux Européens, qu'on cesse de vous défendre?
C'est une question Avec une intéressante. population vieillissante. Avec une population vieillissante et la Chine juste de l'autre côté du truc, et qui n'a pas une passion pour les Japonais. Non, historiquement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la protection militaire que les États-Unis offraient à l'Europe et au Japon, ils vont continuer à l'offrir au Japon. Tu vois, ne serait-ce que pour faire boire un peu les Chinois, avoir une marque. Et à Taïwan. Mais c'est pas parce qu'ils vont continuer à l'offrir à eux qu'ils vont continuer à l'offrir chez nous. Non, je pense que... Nous, eux, ils s'occupent du Pacifique. Maintenant, c'est tout ce qui nous intéresse. Oui. Et on a bien senti le vent du boulet pour qui avait envie d'écouter. Ben voilà. Donc, alors maintenant, donc, je vous ai montré les États-Unis. On a parlé donc de l'Asie. Et à l'Asie, donc, vous avez réserve de main-d'œuvre en Inde, réserve de matières premières en Russie et réserve de capitaux en Chine. Tu vois, c'est un mariage tripartite qui a l'air fait. Et ça veut dire aussi qu'ils auront besoin, ces pays-là, d'un centre financier pour faire passer le capital du premier au deuxième au troisième et retroucher, etc. Et on vous a souvent dit ici que ça ne pouvait plus être New York, ça serait donc Hong Kong. Ouais. Et donc... Alors, est-ce que Hong Kong est suffisamment outillé pour le gigantesque flux que ça représente? Tout à fait, ils sont tout à fait outillés. Et puis en plus, ils ont 100 ans d'existence, donc ils ont tous les tribunaux, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils pourront servir aussi de Singapour si vous voulez pas être sous la domination. Par exemple, imagine que tu es un très bon gérant à Hong Kong, mais que tu veuilles pas que tes actions soient conservées dans une banque à Hong Kong parce que t'as pas confiance dans le côté juridique de la Chine. Bon, tu mets tes actions à Singapour et tu le fais gérer et t'as un contrat de gestion avec le type 1. Donc, Hong Kong. Donc, si vous voulez jouer la Chine en étant extraterritorialisé de la Chine, vous avez Singapour. Qui demande que ça. Donc, ils ont comptablement, c'est très bien. Parfait. C'est comme, vous vouliez pas être en Europe, vous vouliez être en Suisse. Oui. Bon, bah, très bien. Singapour, c'est une petite Suisse. C'est une petite Suisse. Donc, c'est comme vous aviez votre pognon géré dans la City et votre pognon déposé à Zurich, quoi. C'était le même truc. Donc, l'argent est parfait. Donc, vous savez que Hong Kong va connaître un développement absolument inouï. Bah, c'est pas très grand. Hong Kong? Hong Kong? Non, c'est pas très grand. Donc, vous pouvez, je sais pas, on peut, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, regarder un peu l'immobilier à Hong Kong. Il est déjà assez cher, quand même. Oui, il est déjà assez cher. C'est plutôt du Sterich, c'est plutôt du Sterich, oui, mais enfin, ils ont maintenant un train qui va à Canton, je sais pas, encore 3 quarts d'heure, et puis de Canton tu vas à Pékin. Donc, en fait, Hong Kong, ça va être le centre financier de l'excédent d'épargne de l'Asie. Bon. Ça va être un sale coup pour la City, parce qu'il y avait une partie du pognon qui était gérée dans la City. Et les Anglais sont tellement alignés avec les Américains que les gens ont du mal à penser que les Anglais vont pas leur donner les informations aux Américains si... Donc la City, je commence à avoir un peu de doute sur son avenir à moyen terme. Ils ont trop joué le jeu des Américains. On a vu ça, c'est-à-dire là, pendant la guerre en Ukraine, c'était presque désarçonnant de voir combien ils étaient derrière Biden, step by step. Pire, ils étaient même devant. Johnson a empêché qu'il y ait un cessez-le-feu qu'ils ont fait en mars, juste après le début de la guerre. Et dans tout ce qui est politique extérieure, en tout cas depuis ces dernières années, ils étaient effectivement coude à coude, et même en amont des Américains. Et bien pire, oui, c'est ça. Et ils continuent. Et oui. Et ils continuent avec le Premier ministre complètement imbécile qu'ils ont, Keir Starmer. Keir Starmer. Et puis, mais maintenant, on nous parle de mettre 30 000 hommes en Ukraine. Mais il me faut rigoler, 30 000 hommes en Ukraine. D'abord, les gens savent pas. Mais si vous voulez mettre 30 000 hommes en Ukraine, il faut que vous en ayez 90 000, parce que pour 30 000 qui sont au front, vous en avez 60 000 qui bossent pour leur envoyer des trucs. Tu vois, donc c'est pas la logistique, c'est 30 000 hommes là-bas, ça veut dire 90 000. Je sais pas si l'armée anglaise a 90 000 mecs. Premièrement, et deuxièmement, ça doit coûter un pognon de dingue, cette affaire. D'abord, ça coûte un pognon de dingue. Et puis, alors qu'ils ont des problèmes de fous aussi dans leur... ils sont comme les Français à la veille de sauter. Hein. Oui, bien sûr. On a vu...
En fait, ce qui s'est passé avec Madame Truss, Liz Truss qui était juste avant, c'est que il y a eu une espèce de petit arrangement entre amis qui a été fait. Ils ont fait une manipulation sur la Banque d'Angleterre, avec la Banque d'Angleterre, et pour faire monter des taux d'intérêt, ce qui fait que en fait, on ne sait pas si c'est une manipulation, mais en tout cas la Banque d'Angleterre s'est retrouvée. Elle a eu l'air de le dire. Elle a récemment dans un interview. Elle a eu l'air de le dire. Et donc, on a fait monter le taux d'intérêt parce que on trouvait que Madame Truss ne respectait pas le programme des petits hommes gris, tu sais, c'est-à-dire retourner vers l'Europe, enfin bref. Donc, la croissance de Hong Kong, quelque part, met en cause la prédominance de la City. Il y a bien, c'est la fille naturelle. C'est la fille naturelle. Oui, Moi, quand j'étais jeune, si vous voulez, tous les types qui étaient brillants dans la City, on les envoyait faire une dizaine d'années à Hong Kong pour apprendre comment fonctionner un marché libre, et puis se faire suffisamment de pognon à Hong Kong pour pouvoir être indépendant quand ils rentraient en Angleterre. Si tu veux, ça faisait partie du truc. Et d'ailleurs, il y avait un immeuble. Je vais raconter une connerie. Mais Hong Kong, il faut le savoir, les gens ne le savent pas, mais Hong Kong, c'était une ville écossaise. Ah, écossaise. C'était tout à fait, il y avait que des Écossais, toutes les grandes familles de Hong Kong, c'était tous des Écossais. L'Empire anglais, c'était des Écossais. D'ailleurs, ceux qui nous ont battus à Waterloo aussi, je le tiens à le signaler, c'était les régiments écossais. Donc, l'Empire anglais, c'était beaucoup les Écossais. Hein. Et donc, c'était une ville écossaise. Et il y avait une famille écossaise assez connue qui s'appelait les Flemings. Il y avait la banque Fleming qui était très connue, etc., qui était à Hong Kong. Et qui avait un immeuble, qui était un grand immeuble rectangulaire dans le port, là. Et avec toutes les fenêtres étaient rondes. Ah, ok. Toutes les fenêtres étaient rondes. C'était comme sur un bateau? Comme sur un bateau. Il était d'ailleurs juste à côté du ministère de la Marine et tout. Et les Chinois, toujours pleins d'humour, appelaient cet immeuble l'immeuble des 1000 trous du cul. Je l'ai pas vu venir. C'était la banque Fleming, mais maintenant elle n'existe plus. Mais enfin, c'était pour te dire que c'était vraiment une ville écossaise, quoi. Bon. Ça devait les faire rire, remarque. Tout le monde était au courant, tout le monde se marrait. Et donc, il y avait la ville, donc il y avait vous savez, tu avais les grands groupes, il y avait les gens qui contrôlaient, les lignes aériennes, tout ça, c'était toujours des Écossais. Donc, mais maintenant, la finance va être de plus en plus prise par les banques chinoises qui existent à Hong Kong, hein, Bank of China ou tout ça, et qui vont avoir des dépôts en dollars. Donc, le pouvoir, depuis 10 ans, est quand même passé beaucoup des grands groupes de Hong Kong aux grands groupes chinois. Mmh. Et j'ai expliqué, dans des précédentes réunions, qu'il y avait à peu près plus de 1000 milliards de dollars en cash, qui étaient en dollars en cash dans les banques à Hong Kong. Oui. C'est-à-dire que si vous dites que vous prêtez en général 10 fois vos dépôts, vous pouvez penser que les Chinois peuvent maintenant créer, en passant par le dollar de Hong Kong, qui est fixe par rapport au dollar américain, à peu près 10 000 milliards de dollars de crédit pour cette zone, c'est le triangle là. Oui, dont on parlait tout à l'heure, donc Russie, Inde, voilà. Chine. Donc, ça veut dire que c'est une notion importante. L'existence de Hong Kong permet aux BRIC, parce que ça, font partie des BRIC, les trois là, hein, c'est même l'ossature des BRIC, de ne pas créer une monnaie BRIC. Ouais. Ils peuvent se servir d'un dollar, qui est le dollar de Hong Kong, qui est fixe par rapport au dollar américain, qu'ils contrôlent, dont ils contrôlent la croissance, et qui existe. Donc ils ont tout l'appareil monétaire et tout pour développer le dollar de Hong Kong. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que les gens disaient, c'est très bien ce triangle, mais quelle monnaie va-t-il utiliser? La réponse est le dollar de Hong Kong. Et ça va être prodigieux.
Est-ce que tu crois que, comme certains peuvent le penser, il pourrait y avoir aussi, de la part de Monsieur Trump, des sortes d'accords de Mar-a-Lago qui tendraient à dire à certains États, comme le Japon, le Qatar, ça serait bien quand même que pour bénéficier de notre gentille protection, vous achetiez des obligations d'État américaines? Oui, ils peuvent le dire. Alors, ils peuvent le dire au Qatar, ils peuvent le dire à l'Arabie Saoudite, ils peuvent le dire au Japon. Le Japon, il fait ce qu'il faut, il continue à acheter des obligations américaines. Mais en effet, l'accord de Mar-a-Lago, ça fait allusion à un accord qui s'est dépassé quand j'étais beaucoup plus jeune, qui s'appelait l'accord du Plaza, qui était à New York, où d'un seul coup, on avait décidé que le yen, le Deutsche Mark allait beaucoup réévaluer et puis être stabilisé vis-à-vis du dollar. Et donc, c'était une espèce de dévaluation du dollar accompagnée d'une réévaluation surtout du yen et aussi du Deutsche Mark à l'époque. Et ça avait déclenché une hausse du marché des actions japonaises absolument frénétique. Donc là, ce qu'on dit, c'est il faut maintenant déclencher une hausse du yen à nouveau, mais tu remplaces le Deutsche Mark par la monnaie chinoise, le renminbi. Mm-hmm. Et on pourrait faire en effet un accord qui serait tout à fait le pendant en remplaçant l'Europe par la Chine. Parce qu'à l'époque, les déficits américains étaient avec le Japon et avec l'Europe, et maintenant les déficits américains sont toujours avec le Japon, mais avec la Chine. Donc pour qu'il y ait un accord comme ça, il faut que tu remplaces l'Allemagne par la Chine, et ça sera le même. Donc je sais que Scott Bessent, il pense beaucoup, il en parle. Donc c'est pas du tout impossible que ça se passe. Et d'ailleurs... Est-ce qu'on le saura si ça se passe? Ça sera annoncé un jour, un dimanche soir, quand les marchés sont fermés. Et le lundi matin, les marchés péteront la hausse de façon extraordinaire. C'est pour ça que tu peux pas te permettre de pas être dedans. Parce que si t'attends d'être confirmé, tu vas courir après, quoi. C'est pas... Et qu'est-ce qui se passe avec le génie qu'on n'a toujours pas remis dans la bouteille, qu'est l'inflation? Parce qu'on a toujours quand même une inflation qui se balade ça et là, aux États-Unis, en Europe. En Europe. Alors, ce qui se passe, c'est... Est-ce qu'on va remettre ce génie dans sa bouteille? On va peut-être... Ça va être difficile, mais en tout cas, si les pays asiatiques veulent pas d'inflation, ce qui semble être leur cas, parce qu'ils n'aiment pas là du tout l'inflation, si tu fais leur monnaie monter de 20 ou 25%, eux, ils vont avoir zéro inflation, parce que le pétrole baissera de prix, tout baissera de prix, donc, dans leur monnaie. Donc, voilà. Alors, les États-Unis, ça risque de déclencher une hausse des prix chez eux, parce que beaucoup de produits importés seront plus chers. Et je sais pas pourquoi ils ont un problème sur les œufs. Au Canada et aux États-Unis, ils n'arrêtent pas de râler en disant les œufs sont horriblement chers. Oui, parce qu'on a tué, pour des raisons médicales, on a tué les deux tiers des poulets. Il y a eu une peste. Grippe aviaire? Une grippe aviaire, une peste aviaire, là. Donc, ils ont dû tuer, du coup, c'est pour ça, l'offre et la demande. Je savais pas pourquoi ils râlaient tous en disant, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas d'œufs. Maintenant, 2 œufs, ça te coûte $12. Oui, c'est ça. Ils sont tous comme des fous. Alors qu'ils en mangent tous les matins, donc ils sont, Donc, ils ont un problème des œufs, mais ça, c'est le cycle du cochon, tu sais, Bon, donc ils vont il va falloir que les poulets arrivent pour refaire des œufs, et à ce moment-là, ils baisseront, quoi. C'est une affaire de 6 mois, donc. C'est une affaire de 6 mois, mais les œufs, ça les énerve beaucoup parce que ça fait partie du petit déjeuner. Autant nous on mange une vague biscotte et une petite tartine, autant les Américains, ça dépend qui. Mais les Américains sont très œufs le matin. Mais il faut dire aussi, petit aparté, que les Américains n'ont pas le même système scolaire que nous. Et ils bouffent rien à midi. Ils bouffent rien à midi. Ils mangent un petit sandwich parce qu'ils ont une demi-heure. Donc les enfants mangent vraiment une brique de jus et un petit sandwich comme ça. D'où l'importance du petit déjeuner qui du coup est à base de bacon, de pancakes, enfin de choses. Et les mères prennent en général de famille prennent le temps de repas roboratifs parce que de la même façon le soir ils auront pas forcément un gros repas. Donc d'où parce que ça snack, ça va être des tranches de pizza et tout. Donc vraiment le repas constitutif c'est vraiment le petit déjeuner là-bas. C'est ça. Et donc ils ont un problème d'inflation. Alors l'inflation, l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Alors, ce qui est en train d'essayer de faire Trump, c'est d'arrêter de subventionner des dépenses qui n'existent, qui ne rapportent rien. Tu sais, il est en train de couper. Donc, on peut penser que si il coupe la moitié des dépenses de sécu qui sont des fraudes ou j'en sais rien, l'inflation va baisser assez fort. Oui.
Et alors, il y a une théorie économique qui a été émise par Milton Friedman il y a très longtemps. Buvons un coup, qui est celle qu'il appelle, lui, de l'équivalence ricardienne. Alors, je vais vous expliquer, parce que là, il faut bosser un peu, les mecs. De temps en temps, je vous fais des trucs durs, hein. C'est pour voir si vous suivez, hein, parce que c'est que Friedman pensait que les gens étaient intelligents et réfléchissaient. Donc, si tu leur filais du pognon en augmentant le déficit budgétaire, le type dans sa tête, il se disait, c'est du faux pognon, il va falloir que je le repaye plus tard. Donc, il baissait sa consommation en se disant, il faut que mon taux d'épargne monte, puisque c'est corneau, il va falloir que je rembourse plus tard. Donc, il disait, la consommation est indépendante, c'est exactement le contraire de la théorie keynésienne, de ce que fait l'État aujourd'hui. Parce que les gens vont automatiquement ajuster. Alors, il y a des tas de preuves que c'est peut-être pas complètement idiot. Il y a toute une partie de la population qui s'ajuste en fonction des attentes qu'ils ont de ce qu'ils auront à payer dans le futur, quoi. Ça paraît logique. Maintenant, si tu te dis, il y a une équivalence ricardienne qui va se passer, le déficit budgétaire va beaucoup baisser, ben les gens vont se dire, c'est du pied, je peux consommer plus aujourd'hui puisque j'aurai moins à payer plus tard. Oui. Donc ça veut dire que tous les corneaux qui me disent, si vous coupez les dépenses de l'État, il va y avoir une récession, c'est faux. C'est profondément faux. C'est-à-dire que tu pourrais couper les dépenses de l'État massivement et les gens se diraient, le pied, mes impôts baissent et ou vont baisser, et donc je consomme plus aujourd'hui puisque j'aurai moins à payer demain. Est-ce que c'est vrai alors, imaginons... Ça s'appelle l'équivalence ricardienne. Oui. Moi, je comprends bien la notion d'équivalence ricardienne, mais dans un pays ou dans une économie européenne, par exemple, comme la nôtre, qui est vieillissante, où l'on sait tous que nos retraites ne vont pas être payées, est-ce que cette population vieillissante... Regarde en Argentine, ça marche le pied. Il a tout coupé, et du coup, l'économie marche très bien. Je suis pas certaine qu'en Argentine, on ait une population vieillissante et ils sont pas terribles non plus, et que de toute façon, ils s'attendaient à une retraite, rien du tout. Moi, ce dont j'ai peur, si on fait ça avec une vélocité de la monnaie qui est moyenne, c'est que les gens se disent, OK, on coupe dans les dépenses de l'État. Pour autant, je restreins quand même ma consommation parce que je sais que je dois mettre de côté parce que j'aurai pas de retraite et ainsi de suite. C'est possible à ce moment-là. Oui, c'est pas impossible du tout, mais la réalité c'est que si on continue, on saute et donc les gens ils doivent être en train d'épargner encore plus dans l'idée qu'ils vont sauter. Je pense que d'ailleurs les gens épargnent beaucoup en France, on épargne énormément. Si d'un seul coup la perspective d'avoir l'État français faire faillite disparaît parce qu'on commence à couper massivement partout comme le font les Argentins ou les États-Unis aujourd'hui, à ce moment-là, il y a peut-être toute une série de ce que je vais appeler la boîte à chaussures, tu sais. Oui, bien sûr. Il y a la boîte à chaussures, le pognon que tu as mis dans ta boîte à chaussures s'il n'y a plus de billets, qui va peut-être revenir dans le système. Donc, cette idée de penser que tu vas tromper les gens en créant de l'argent qui n'existe pas et que tu leur files et qu'ils vont ensuite le dépenser joyeusement, il y en aurait peut-être un certain nombre de crétins qui vont le faire, mais la plus grosse partie de la population va dire « Oh là là, ça sent le renard, je vais augmenter mon taux d'épargne parce que je sais que c'est du pipeau, c'est de l'argent qui n'a pas été créé en gagnant quelque chose, c'est de l'argent qui est créé à partir de rien. » C'est drôle parce que encore la semaine dernière, j'entendais je sais plus quel apparatchik d'État expliquer qu'on allait relancer la croissance par la consommation. Et je trouve ça subjugant encore en 2025, alors qu'en plus on ne produit que 9% dans l'industrie. Mais est-ce que déjà vous n'avez pas conscience que si vous filez un chèque jeunesse ou j'en sais rien, les gamins vont pas aller s'acheter des Nike ou des AirPods tout ça ne sont pas fabriqués en France. Donc une relance par la consommation en 2025 est idiote même dans la conception. Il faudrait faire une relance par la baisse du coût du travail, ça serait beaucoup mieux. Mais alors, ce qui m'amène, donc on voit bien les problèmes. Ces deux-là, on voit bien ils sont en train de s'organiser l'un avec l'autre et que vous avez quand même un problème de valorisation de la monnaie de ce bloc triangulaire dont je parlais. Donc il va falloir que ça soit résolu et à ce moment-là,
Trump ne cassera plus les pieds avec des droits de douane. Tu vois, c'est que quand les monnaies seront à leur vrai prix. Le droit de douane, c'est le gros bâton. Le gros Donc bâton. il va partout avec son gros bâton, pour l'instant en faisant les gros yeux, et on va voir where it settles. Voilà. Mais là, je pense que y a ça, et il y a le fait que Trump, pour l'instant, occupe beaucoup les journalistes en disant une connerie par jour, et les autres gambadent dans tous les sens. Quoi, la bande de Gaza, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais le gars qui joue au bonto, vous savez, il a 3 timbales et puis il a une ils font ça avec les cartes. Et il a une cacahuète. Oui, voilà. Et puis il bouge les timbales à toute allure et il dit sous quelle timbale est la cacahuète, et vous faites toujours avoir parce que vous regardez toujours ce qu'il vous montre et pas ce que vous devriez regarder. Bon. Et ce que fait Trump, il est en train de faire des trucs très importants, mais il dit des tas de conneries pour que les journalistes parle de cristallise sur on va faire des terrains de golf à Gaza, ou enfin bon, et tous les jours une nouvelle ânerie, mais ça occupe le chaland. Il a parfaitement raison, c'est le vieux truc de toutes les négociations, c'est que vous parlez de tout sauf du truc important. Voilà. Et c'est le vieux truc. Bon, alors maintenant ça nous amène le troisième, alors l'Europe. Alors j'ai été fasciné par le discours de Vance. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit 2 ou 3 choses, sans les dire, qui sont très fortes. La première, c'est qu'il dit vos valeurs telles que vous les avez développées et vécues, c'était peut-être conforme à ce que disait M. Biden, c'est-à-dire la censure, etc., mais c'est absolument pas conforme à l'éthos des États-Unis depuis le début. Donc, vous êtes allé dans une direction qui, presque théologiquement, n'est plus la nôtre. On n'a plus les mêmes valeurs. C'est-à-dire que si vous considérez que vous avez... Regardez par exemple, la fermeture de c'est plus, là, c'est News, c'est 8, là, je sais pas quoi. C'est inimaginable qu'il y ait 9 fonctionnaires qui décident de fermer. Non, mais l'existence... C'est une atteinte au droit de propriété. L'existence même de l'Arcom est un scandale. Est un scandale. Mais structurellement, dans quelle mesure y a-t-il un organisme de contrôle pour contrôler ce qui se dit sur les ondes ? Si vous avez un problème avec un propos, vous saisissez la justice. Mais encore une fois, on est dans quelque chose qui est exactement comme les lois Guesso, c'est-à-dire une sorte de post-ante. Post-ante, il y a des gens qui peuvent décider de ce que vous avez le droit de dire ou de pas dire. Voilà. C'est-à-dire que c'est complètement antinomique avec la liberté de parole. Avec le principe même de la liberté d'expression, et bien entendu, on devrait avoir un droit de regard si des choses horribles sont dites, et vous avez des tribunaux pour la diffamation qui doivent intervenir, et bien évidemment, et condamner à hauteur, mais il est complètement fou d'avoir... Donc, il nous a dit, si vous continuez dans cette direction, nous, c'est plus avec nous. Ce qui veut dire quoi ? Et là, je vais m'avancer parce que je suis pas certain de ce que je vais dire, mais ça fait rien, je vais le dire quand même. Au fur et à mesure que Trump fait ses différentes manœuvres aux États-Unis, etc., on se rend compte qu'il y avait vraiment un État profond aux États-Unis. Des gens qui étaient vraiment des criminels et des voleurs. Et je pense que c'est pour ça aussi cette fois-ci qu'il a décidé d'agir très vite. Très vite. Et parce que la première fois, il avait pas bien compris. La deuxième, il a bien compris. Bon. Et cet État profond était protégé par les outils qui étaient la CIA et le FBI. C'est-à-dire que la CIA et la FBI faisaient partie de cet État profond. Ils en étaient même l'élément constitutif. Donc maintenant, quand vous regardez qui l'a mis au FBI... Patel et Bongino, là, c'est ces deux. Donc... Et tu sais, je pense aussi que ouvrir les dossiers de Kennedy, ça va les fondations, parce qu'on va forcément trouver de la CIA en dessous. Bien sûr, et les dossiers de comment il s'appelait le gars avec le Lolita Express là. De Epstein. De Epstein. Donc il va être toute une série de Didi, tout ça va sortir. Donc on va voir, mais si j'ai bien compris ce qu'il a dit en termes voilés, c'est qu'il a dit il y a un État profond européen qui est le petit cousin de l'État profond américain. Nous, on va se payer l'État profond américain, mais ne vous imaginez pas une seconde que vous, membres de l'État profond européen, vous allez être protégés. C'est-à-dire que
on va donner les informations sur l'état profond européen. C'est pour ça qu'ils tiraient tous une gueule comme ça pendant le discours de Munich. Ils ont tous très bien compris. C'est-à-dire que Trump dit, si vous êtes en train de faire une société technocratique où le peuple n'a plus la parole et vous avez peur de votre peuple, ce qui est très vrai, ils ont peur du peuple, je les connais tous, ils ont peur du peuple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire tomber ceux qui nous martyrisaient aux États-Unis, ça c'est acquis, mais on va faire tomber les vôtres aussi. Et c'est pour ça que Macron et tout se précipitent aux États-Unis. C'est pour demander, pas tout de suite, encore une minute, monsieur le bureau, etc. Mais est-ce que tu penses pas que justement ils vont essayer d'imposer un fédéralisme européen très très vite pour essayer de nous cornaquer? Oui, mais alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il leur a dit en termes tout à fait clairs que l'OTAN c'était fini. Il allait falloir suspendre son vol. Autant suspend ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Bref, ça c'est de Lamartine, non? Oui, je crois. Je crois que c'est de Lamartine, oui. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que le rêve européen, ou le cauchemar européen, qui a été commencé par Delors et tout, et Trichet, de créer une entité qui n'aurait pas besoin de défense, parce qu'elle serait protégée par les États-Unis, mais qui dirait le droit et la loi pour l'Europe, est en train de sauter complètement. Écoute, on espère vraiment. Mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, tu ne peux pas avoir une diplomatie, tu ne peux pas avoir une justice qui ne soit pas appuyée sur la force. À un moment, il faut des gendarmes. Des gendarmes qui appliquent la décision de justice. Non, or, nous, on avait bâti un système où on avait des gendarmes qui nous interdisaient, comme la Cour européenne des droits de l'homme, mais on n'avait pas de système pour... Oui, mais ça, ils auraient adoré avoir une armée européenne et des gendarmes européens. Oui, mais non, parce que ça leur aurait coûté de l'argent. Et donc, ils ne pourraient pas le donner. Donc, ce qui se passe, c'est aujourd'hui, on se retrouve sans protection militaire, et avec un mythe du droit qui n'est reconnu par plus personne en Europe. Et quand tu regardes l'Europe, il y a quelque chose qui se passe qui est stupéfiant, c'est que tu vois tous les anciens pays communistes qui ont préservé et leur identité et leur souveraineté, du style de la Slovénie, de la Hongrie, de la Pologne, etc., ils en ont rien à foutre qu'il y ait plus de défense américaine, parce qu'eux, ils ont une armée, et que sur les autres pays en Europe, eh ben, je crois que sur les 7 pays, il y en a 7, enfin sur un certain nombre de pays européens, sur les 25, il y en a 7 qui n'ont même plus du tout d'armée. Et alors, comme je te disais hier, j'ai vu un entretien de monsieur Erdogan qui disait, en termes clairs, écoutez, il m'apparaît assez structurellement que l'Europe ne dispose plus d'armée après le discours de monsieur Vance. Ainsi, vous avez deux choix, vous, Européens de l'Ouest. C'est soit d'avoir recours à l'armée russe, soit d'avoir recours à l'armée turque. Si vous voulez l'armée turque, merci de nous faire rentrer dans l'UE. On ne pouvait pas être plus clair. Je pense que tu l'as dit suffisamment. Vous l'avez dit souvent. Et il est vrai que nous disposons aujourd'hui comme alliance de nous tourner soit vers la Russie, mais je pense que c'est mal embouché. Mais c'est même pas sûr, parce que si tu écoutes Orban, la Slovénie, il y a toute une série de... même l'Italie, c'est pas du tout certain. Donc, on voit que l'Europe va se fracturer. Et alors, elle peut On l'a vu avec ces élections en Allemagne, qui, mieux que quiconque, si vous regardez les cartes des votes, montrent la fracture dans les votes, comme au moment de nos élections françaises, on voit aussi la fracture entre le pays qui vote RN à droite et les bobos de centre-ville qui votent pour des écolos ou toute l'Allemagne de l'Est. Toute l'Allemagne de l'Est a voté AfD parce que eux, ils avaient perdu leur identité, donc ils savent ce que c'est que de perdre leur identité et leur souveraineté, ils ont donné déjà, et ils veulent pas d'avoir un pays où il n'y a plus d'identité allemande, et par exemple, ils sont violemment contre toute immigration. Alors non, ils ont jamais perdu leur identité, justement. L'Allemand de l'Est, on a essayé. Hein, ouais. Enfin, oui. Les Polonais, ça a été du mal, les Hongrois, mais enfin les Allemands de l'Est, c'était les meilleurs élèves de la classe, quoi. Comme souvent. Et donc, vous voyez que cette rupture se passe entre
d'un côté ce qu'on pourrait appeler les hommes des arbres, et de l'autre côté les hommes des bateaux. Et les hommes des bateaux sont en train de s'effondrer partout. Et dans les élections allemandes, ils ont même pas fait, ce qu'on appelait les partis de gouvernement, n'ont même pas fait 50% des voix, ils sont à 45%. Donc, toute la structure juridique de l'Europe, dont je dis depuis des années qu'elle est illégitime, va aussi devenir illégale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui vont dire on reprend nos souverainetés. Et alors, soyons clairs, revenons à nos moutons qui gagnaient de l'argent sans travailler. Hein, en restant assis. En restant assis, mais en réfléchissant. Ça veut dire que vous n'avez absolument aucune sécurité juridique sur ce que j'appelle les contrats. C'est-à-dire les obligations, le cash. Vous savez pas si l'euro va durer, vous savez pas ce que l'euro, à quoi ça sert l'euro aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'Union européenne, tout ça, ça se pète la gueule. Par contre, le droit de propriété, c'est pas mal. Et si je réfléchis, je me dis, bon... Enfin, attends, les obligations, on vient de voir en première partie que les obligations d'État américaines pouvaient redevenir quelque chose. Mais pas les nôtres, parce qu'on ne sait pas si tu seras payé. Ah non, mais pas les nôtres, mais de l'obligation d'État américaine. Mais ça veut dire que les contrats, ce que j'appelle les contrats, c'est dans les obligations, etc., l'immobilier, en Europe aujourd'hui, tu peux pas les avoir parce que tu sais pas dans quoi tu seras repayé. Tu vois, c'est-à-dire, et même remarque de l'immobilier, parce que si les obligations longues américaines recommencent à donner, et que les taux remontent, l'immobilier européen, avec des taux qui remontent... Et qu'il n'y a pas d'armée. Donc, s'il n'y a pas de défense du droit de propriété... En plus. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je reviens de plus en plus à l'idée que cette zone de l'Europe, ça va être une zone de non-droit. Donc, il n'est pas exclu qu'un certain nombre de nos grandes sociétés décident d'aller se coter ailleurs. Alors, je vous donne un exemple qui, moi, m'a surpris. Hein. J'ai regardé ça la semaine dernière. Je suis resté comme d'enfant. Vous prenez l'Allemagne et la France. Et vous dites, l'Allemagne, c'est un pays industriel. La France, on n'a plus d'industrie. Il y a un indice boursier qui s'appelle l'indice MSCI, Morgan Stanley Capital International, des valeurs industrielles en Europe. Et je regarde la capitalisation boursière des valeurs industrielles en Europe dans cet indice par pays. Bon, la France est à 28%. À combien est l'Allemagne ? 42 ? 21. Oh. C'est-à-dire que la France dispose d'un appareil industriel gigantesque qui a une caractéristique, c'est qu'il n'est pas en France. Oui. Tu en as un nombre de valeurs industrielles, mais inouï. Saint-Gobain, tout ça c'est en dehors de France. Donc, quelque part, si les Français doivent investir dans quelque chose qui est français... Ah, on a des belles valeurs. Et voilà, tu te dis là... On l'a souvent dit. D'ailleurs, avant notre porteuil actuel... On avait 10 valeurs françaises qui marchaient très bien. On avait 10 valeurs françaises qui étaient très bien. Donc, ce que j'essaie de dire, si vous voulez, c'est que si vous êtes dans un PEA, si vous avez besoin, etc., vous pouvez vous mettre dans Air Liquide, Schneider, Saint-Gobain... Dans des contrats dans la droit de propriété. Droit de propriété, pardon. Pardon, qui sont à vous et qui sont merveilleusement placés, parce que si c'est le bordel en France, elles n'ont rien à foutre. Si c'est le bordel en Allemagne, la valeur industrielle s'arrête. C'était pour ça que tu les avais choisis au début, parce que justement, s'il se passait quoi que ce soit, elles font leur... Elles ont des usines au Japon, elles ont des usines en Allemagne, elles ont des usines partout. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que on a un coup de peau en tant que Français, c'est que dans ce monde complètement incertain dans lequel on rentre, notre appareil industriel, qui est géré par des gens qui, à l'évidence, sont très compétents. On regrette qu'ils aient pas géré le pays plutôt que leurs affaires, mais c'est comme ça. C'était ce que je te disais quand j'ai lu le bouquin de Proglio, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'empêcher de te dire que voilà un homme hyper compétent, et pourquoi ces gens-là ne gèrent-ils pas le pays plutôt que des mecs qui savent pas gérer des baraques à frites, des barreaux qui nous regardent avec des airs de lémuriens. Tu comprends, où vont-ils même les chercher? C'est la bonne question. Mais donc ça veut dire que c'est là, dans ces valeurs, que doit se réfugier l'épargne française. C'est là parce que
vous êtes plus ou moins protégé contre le merdier qui risque de se produire en France. Si la France fait faillite, elles diront très bien, quoi, il n'y a pas de problème, c'est pas leur boulot, c'est pas leur boulot. Et parce que aujourd'hui Schneider, qui est une affaire admirable, je crois qu'elle fait 60% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc, si les États-Unis se mettent en forteresse américaine, t'as pas besoin d'aller chez aux États-Unis, Schneider l'a fait pour toi. Mais oui. Puis le reste, je crois qu'ils font 5% en France, Schneider. Oui, donc ça n'a strictement aucune importance. Par contre, ils doivent avoir aussi 30 ou 35% en Chine. Donc t'achètes Schneider et tu te retrouves... part, tu joues la croissance mondiale. Tu joues les deux. Tu vois les deux, l'accord entre les deux, etc. Et puis nous, on est à côté, on s'en fout. Donc, les Français ont un coup de peau. C'est qu'ils ont... moi, je suis pas compétent, je suis pas suffisamment compétent pour vous dire exactement lesquels il faut acheter et tout. Mais vraiment, vous avez un immense coup de peau d'avoir la moitié de votre cote qui est fait de trucs dont le monde avoir besoin de façon extraordinaire dans les 10 ans qui viennent, alors qu'il n'y a plus tellement de valeur industrielle cotée dans le monde. T'en as en Chine, beaucoup. Oui. Un petit peu au Japon. Aux États-Unis, il y en a quasiment plus. En Angleterre, il y en a plus. En Allemagne, elles sont cotées, mais elles sont en Allemagne. Donc, problème. Oui, problème intérieur. Si jamais il y a des problèmes intérieurs, elles vont douiller. Donc, je me dis, on a du pot, L'exception culturelle française industrielle nous permet de sortir la dragée haute de cette infamie mondiale, qui en tout cas va toucher le reste des Européens. Donc, à tout prendre quand même, là, pour une fois, les Français sont mieux lotis que leurs voisins. Est-ce que les Italiens ont aussi des valeurs qui jouent à l'État ? Ils sont un peu comme ça, mais alors eux, ils ont un autre problème, c'est qu'ils ont peu de grandes valeurs, alors que nous, elles sont très grosses. Oui, c'est plutôt des PME familiales. Plutôt des PME, et elles survivent en ayant fait un tissu industriel dans la plaine du Pô, etc. Oui. Ou quand tu as besoin d'un verre de lunettes, tu vas chez celui-là, etc. Donc ils se connaissent très bien entre eux. Donc c'est plutôt une survivance collective qui fait que l'Italie aujourd'hui va bien. C'est des arcs de compétences avec aussi la Suisse. Des petits groupes et puis ils remontent. Et donc voilà un petit peu. Et puis moi je me dis, étant un vieil étudiant d'histoire, je me dis, quand vous regardiez l'Autriche-Hongrie, qui était quand même une merveille d'intelligence, parce que c'est là que tous les grands esprits Vienne et tout ça, ça a été incroyable. Vous vous dites, le rôle de l'Autriche-Hongrie, c'était de nous protéger contre les Russes et contre les Turcs. Et d'être européens. Les Habsbourg étaient très européens. Donc, Russes et Turcs. Et je suis en train de voir renaître l'Autriche-Hongrie. Vous voyez la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, même l'Autriche qui commence à... Vous avez vu qu'en Autriche, ils ont bien... Quelquefois, il faut pas lutter contre l'histoire. Voilà, on va peut-être revoir renaître l'Autriche-Hongrie. Donc, il faut regarder aussi tous ces pays qui sont à côté de l'Allemagne, mais pas l'Allemagne, et qui étaient un peu le tampon entre c'est eux qui arrêtaient les Tartares, c'est eux qui arrêtaient les Russes, les Turcs. Donc, moi, je me dis, bon, je ne connais pas grand-chose dans ces pays-là, et leur marché encore moins. Mais je vais peut-être aller voir un petit peu ce qui s'y passe, parce que je me dis qu'il risque d'y avoir des opportunités d'achat importantes là qui se passent. Par exemple, acheter de l'immobilier, je sais pas, à Budapest, c'est peut-être pas idiot. D'ailleurs, je vais y aller un de ces jours. Ah oui, bah écoute, pourquoi pas. Formidable. Donc on a fait le tour, vous voyez, c'est un tour, ce que disait Lénine, il se passe parfois plus en 2 mois qu'en 20 ans. C'est vrai. Il est en train de se passer des trucs l'histoire accélère, donc voilà. Et je pense que tout le monde, avec ce qui se passe en ce moment, ces élections américaines, il n'y a pas... et le mouvement d'accélération de l'histoire est perceptible pour absolument tout le monde. Et ça fait du bien, parce qu'on était enquistés. D'abord, on a eu ce Covid qui nous a littéralement scotché au sol. Et ensuite, on a eu ces histoires de guerre d'Ukraine. On avait l'impression d'avoir un jour sans fin. Tous les jours, la même histoire. Et là, peut-être qu'on va avoir des sorties de crise assez rapides. Je pense que je suis sûr que les États-Unis ont des informations privilégiées sur Madame von der Leyen, sur tous ces gens-là. Et donc je pense qu'ils vont les donner. Elles vont apparaître. Monsieur Zelensky quelques problèmes aussi. Voilà, et comme disaient les jeunes, a dû se mettre bien. Pour ta vie, on va retrouver des propriétés en Israël ou je sais pas quoi et en Italie beaucoup. Voilà, oui. Donc je suis pas. Non, et on va voir apparaître des choses intéressantes. Voilà. Sur les gens qui nous dirigeaient avec le bien commun dans leur esprit.
Voilà. Et si on pouvait aussi avoir, par la liste d'Epstein, des choses sur Monsieur Bill Gates et ainsi de suite, ça serait assez intéressant. J'espère qu'ils arriveront à toucher, parce que bon, le père Soros, ça fait quand même, ça doit faire 10 ans qu'on l'a pas vu en public, mais c'est le fils qui est extrêmement néfaste, et le fils, ça serait bien qu'on l'arrête aussi. Bah oui, si on pouvait en mettre quelques-uns en prison, les Clinton... Ou en tout cas qu'on les tienne un petit peu sous cloche, ça ferait du bien à tout le monde. Il faut qu'ils aillent en prison. Parce que moi j'ai rien contre. Pour rétablir la croyance du peuple dans la justice, il faut qu'ils aillent en prison. Ça ferait un bien fou. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous nous avez suivis encore une fois avec intérêt. C'était compliqué. Hein. C'était compliqué, donc écoutez, n'hésitez pas à poser des questions, on vous répond, et on vous dit à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup.